Bonsoir à toutes et tous. Ravi de vous retrouver ce soir donc pour le dernier webinaire de l'année. Un webinaire qui se raccroche une nouvelle fois au module 5. On va vous parler RSO. C'est un sujet qu'on avait notamment avec la première promo traité pas mal sous l'angle, on va dire, un peu de définition de ce qu'est la RSO, de ce que ça veut dire, comment ça fonctionne. Bon, ça s'est rapidement rendu compte que globalement, on était sur un public qui était plutôt au fait de ces sujets-là. Du coup, on avait pris l'année dernière et on a pensé à cette année une approche très pratico-pratique et de se dire comment on peut vous outiller pour justement mettre en place une stratégie RSO au sein de vos structures. Donc, c'est vraiment l'entrée qu'on va prendre ce soir avec des plateformes, avec des outils d'évaluation, avec des outils de mesure qu'on va vous montrer. Vous verrez, le PowerPoint est assez complet. On vous le mettra de toute façon à disposition. L'enjeu aussi, c'est de vous faire des renvois vers d'autres choses que vous pourrez creuser par la suite. Donc voilà, donc ce soir, on va être très pratico-pratique. Comme d'hab, hein, vous n'hésitez pas à poser des questions, à faire aussi des renvois avec les expériences que vous pouvez vivre, avec les questions que vous pouvez vous poser aussi dans les organisations dans lesquelles vous êtes impliqués. C'est l'enjeu comme habituellement. C'est Clément Colombel ce soir qui sera notre expert du jour. Clément, je te laisse peut-être te présenter déjà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je m'appelle Clément Colombel, je suis chef de projet développement durable et sport de nature au CNOSF et je suis là jusqu'à début janvier. Je suis en remplacement congé maternité d'Audrey Wittersheim qui revient début janvier. Donc vous avez la chance de m'avoir pendant encore quelques jours parce qu'après, ce ne sera plus le cas. Comme a dit Romain, je vais juste hop, avancer sur le sommaire. On va faire, on l'a divisé en quatre, mais si jamais vous trouvez qu'on passe trop de temps sur les outils et que vous avez plein de questions ou qu'on a envie de plus de parler de cas pratiques, n'hésitez pas, je pourrais aller un peu plus vite sur les outils. Il y a peut-être certaines slides qui sont peut-être pas obligées que je rentre dans le détail et on pourra carrément discuter et échanger. On a prévu ce programme-là, mais il est assez libre et enfin, de ce que me disait Romain, parfois il y a plus d'échanges, donc vraiment je reste ouvert et on regardera aussi en fonction du temps si on peut laisser plus de temps aux questions ou qu'on s'adapte. Donc, du coup, voilà pour la petite introduction. Bon, on est Est-ce parti. qu'on est parti? Allez, on est Allez. parti. C'est une sorte de brise-glace, mais à distance, parce que vous n'êtes pas réellement avec nous. Donc, on va faire des petites questions. Première question. Qu'est-ce que la responsabilité sociétale, oui, et environnementale des organisations qu'on appelle RSO, et qui est parfois aussi appelée la RSE dans les entreprises, ce qui veut dire quand même globalement la même chose. Il y a quatre propositions. N'hésitez pas tous en même temps. Je vois qu'il y a énormément de gens qui lèvent la main et qui sont à fond pour participer. Si vous n'avez pas envie de prendre la parole, vous pouvez aussi écrire dans le chat, c'est totalement possible. Et, Et il se lance qui veut. et oui, oui, voilà. De toute façon, c'est toujours la première personne qui c'est compliqué à se lancer, donc n'hésitez pas. Allez, vas-y, Thibaut. Oui, bonjour. Du coup, Thibaut Duval et je viens pour l'UCPA en tant que vice-président de l'UCPA. J'hésite entre la 1 et la 3, mais je dirais la 3. Si, si. Ok. Ok, Est-ce qu'il y a on a d'autres d'autres vous réponses? pouvez mettre du pouce si vous êtes d'accord. Vous pouvez mettre du pouce baissé si vous n'êtes pas d'accord. Vas-y, Sandra, tu lèves la main. Oui, moi je serais allée plutôt vers la une, mais pas forcément la 3 parce qu'il y a pas que l'écologie, il y a aussi, tout l'aspect, humain. Ouais, c'est pas mal. Je vois Euh, qu'il y a Hugo qui a mis Hugo 1, qui me dit Alien qui est la en train 1. d'écrire. Antoine Antoine aussi. aussi. On pose la 4. Parfait, Parfait. on prend aussi On comme prend. réponse. Là, ils sont prévenus la trop parce que la stratégie en plus le terme démarche. Ok, et bah du coup, c'est effectivement la une. Non, sauf si moi-même je me fais avoir. Ok, c'est bon. Ah non, c'est effectivement la une et je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Sandra, sur le fait que la partie E2, enfin RSE, RSO, ça prend pas que en compte les sujets environnementaux, puisque RSE, par exemple, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Donc effectivement, on a une partie environnementale et une partie sociétale, donc c'est pour ça que la une répond mieux.
même si la 3 conviendrait si on avait juste dit sur la partie environnement. Et trop bien, Antoine, que tu ne saches pas la réponse. Je vais essayer de te donner tous les éléments pour qu'à la fin de ce temps d'échange, tu puisses avoir toutes les infos. Allez, on continue sur les petites questions. Celle-ci, elle est pas simple. C'est en quelle année l'environnement est-il devenu le troisième pilier de l'olympisme aux côtés du sport et de la culture? Petite question olympisme, on n'est pas au CNOSF pour rien, donc on met des petites questions. Je me suis moi-même trompé la première fois que j'ai vu la question. Je ne me souviens pas de la 2014. réponse. Je regardais tout à l'heure. Oui, mais moi aussi, mais c'est pas celle-ci. On nous propose du 2014, donc la réponse 3, 2014. On pose la 2, 2004. La 1, 1994. La 2014. Je vais pas rentrer. Hop. Et on est 2000. Ah oui, mais j'aurais dit 2004, tu vois. 94, je pense que c'est au moment où ça a été inscrit, si ma mémoire est bonne, en lisant la slide, mais sur la partie en lien, pardon, avec la première réunion avec l'ONU qui a instauré ces sujets, je crois que c'est 92, mais j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est pour ça qu'on est 94 sur ce point-là. Ensuite, on continue. Quels sports sont impactés par le changement climatique et doivent ou devront à très court terme adapter leurs pratiques? Il y a plusieurs réponses possibles. On le met dans le fil. Est-ce que c'était pas après les travaux d'éducation menés lors des Jeux d'Albertville de 92 qu'on a intégré la RSO? Peut-être, à mon avis, ça part surtout des Nations Unies avec, je crois que c'est 80, mais où on prend une décision d'intégrer et du coup de créer juste enfin, ce que maintenant on appelle les objectifs de développement durable. On a 17 ODD. Et avant ça, il y avait encore d'autres aspects. Et je crois que le tout début, c'est 92, mais j'ai un petit doute, ça mériterait vérification. En tout cas, les objectifs de développement durable n'ont pas été créés en 92, c'est juste que on les adapte tous les 10-15 ans à peu près. Alors, on nous propose, Donc, Damien nous 3, dit 4, 1, 2, 5. 3, 4, 5. Camille nous dit 1, 2, 3, 4 et donc pas 5. 1, 2, 3, 4 aussi, vous les Alizé nous dit 1, OK. 2, 3, 4 et donc pas 5. Marvin dit Marvin nous tous. dit tous. Tout, Hugo nous dit c'est- toutes. Allez, on attend. Et effectivement, c'est. Laurent nous dit 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y a Émilie. J'allais dire effectivement Sam, du coup je vais attendre. C'est l'une des deux C'est une propositions. des deux propositions, effectivement. Oui, c'est effectivement toutes. Il n'y a pas de sport qui ne sera pas touché par les effets du changement climatique. On y reviendra un peu tout à l'heure et je l'ai mis dans la bibliographie. Il y a une étude du WWF sur l'impact du changement climatique. À plus 2, il y a plus 4 degrés pour le sport. Et en fait, même des sports d'intérieur où par définition on pourrait croire qu'il y a moins d'impact, même si c'est vrai, il va y avoir moins d'impact, mais je pense pas à vous que je vais dire que les gymnases sont assez mal isolés. Vous avez très froid l'hiver et l'été, pardon, vous crevez de chaud. Donc ça va pas aller en s'améliorant sur ces sports d'intérieur, tout comme les autres. Donc c'est pour ça qu'on a mis les 5. Et on continue. Ah bah, je peux l'oublier. Mais du coup, ça parle effectivement une capture d'écran de l'étude du coup du WWF, plus 2 plus 4 degrés, donc je parlais à l'instant, où on montre effectivement l'impact sur les sports d'hiver, stades engazonnés, sites de pratique électorale, salles de sport et toute autre activité extérieure. Je vous ai mis le lien, il y aura le lien à la fin de la présentation, donc je vous laisserai lire tout ça. C'est assez facile à lire et on arrive à comprendre en quelques minutes. On continue. Là, on arrive du coup sur la partie plutôt bilan en carbone, si on fait le bilan carbone d'un sport, enfin là, dans le sport de manière générale. Et du coup, quel est le poste d'émission qui génère le plus de gaz à effet de serre? On a 4 propositions: le matériel sportif, les déplacements ici qu'on considère sur déplacements de spectateurs et de sportifs, les équipements sportifs, et en 4 l'alimentation.
Alors, on nous propose Thibaut la 2, donc les déplacements, Émilie les déplacements, Élisée les déplacements, Stanislas les déplacements, Damien les déplacements, Hugo les déplacements, Marvin les déplacements, Laurent les déplacements. Ok, et bah, je suis très content de voir qu'effectivement tout le monde sait que ce sont les déplacements qui émettent le plus. Tout à fait. On le verra dans quelques. Je sais plus si c'est la slide qui est après ou si c'est un petit peu plus tard, mais effectivement, dans pas mal d'événements sportifs et culturels, je rajoute la culture parce que c'est le même combat sur ce niveau-là. On est sur le déplacement des spectateurs qui souvent émet le plus et vient les sportifs. Par exemple, je vais prendre l'exemple, la route du Rhum. Je lisais un article ce matin sur le sujet. Donc, la route du Rhum, comme pas mal d'événements sportifs, ils sont à 60-80% de leur empreinte carbone sur le déplacement des spectateurs, puisqu'on a 1,5 million de personnes qui se rendent sur le village durant les 3 semaines, donc ça fait quand même pas mal de monde. Et à contrario, toujours par le même organisateur, mais une autre course, qui est le Marathon de Genève, eux, c'est le déplacement, mais des sportifs, parce que quand ils font courir 40 000 personnes, si on a 40 000 personnes qui viennent en voiture, c'est effectivement ce qui émet le plus. Et en deux, on a l'alimentation. C'est pour ça que on parle d'alimentation durable et de mettre plus de végétal dans l'alimentation, dans la partie événements sportifs, mais pas que, enfin, juste dans la partie sport. Effectivement, on avait du coup tout mis dans cette slide-là. C'est bien ce qui me semblait que c'était juste après. Euh, Ici, c'était à gauche, pardon, du coup, la utopie, on a l'empreinte carbone qui avait été mis pour un événement qui a eu lieu au Trocadéro en 2021. Et à droite, qui est l'empreinte estimée, mais qui ressemble à l'empreinte carbone qu'il y a eu pendant les Jeux, et où du coup le déplacement considère pour 34%. Sans surprise, et dans ces 34%, ce qui émet le plus, ce sont évidemment les voyageurs qui sont venus en avion et plutôt, on va dire, des destinations lointaines, comme Amérique du Nord, Amérique du Sud, et Asie, plutôt Japon ou Chine, qui sont des types de publics qui viennent lors des Jeux, parce que c'est aussi ceux qui ont les moyens. Mais si on a un événement à petite échelle, ça marche aussi. Là, on a juste donné un événement, des données pour des grands événements. Et effectivement, on vous a montré, ça c'est l'empreinte carbone du CNOSF de 2022. Et du coup, on remarque que bah, tout à fait, on continue pardon, d'avoir du coup le déplacement. Pour nous, par contre, c'est plutôt nos déplacements professionnels, puisque même si on envoie enfin, on a moins de public quand même qui se déplace sur nos événements, parce qu'on en a très peu. Et nos Ouais. athlètes que l'on envoie. Je pense qu'on considère que les athlètes sont dans le Ouais, professionnel. ça intègre la délégation sur les compètes, donc c'est pour ça qu'on a aussi, Dans ce match, je pense, je suis sûr. une haute stat sur la partie déplacement. Oui. Et on peut passer, on a terminé sur le petit quiz, donc on est tous à fond. Et là, on va voir quelques outils que met en place le CNOSF. J'avoue que je pense passer assez vite sur ces points-là et sur ces outils, mais il y aura toutes les infos dans les slides et dans le PowerPoint que vous enverra Romain, parce que je pense que c'est pas la part. Enfin, c'est bien de les connaître et de savoir comment les utiliser, mais je ne pense pas qu'il y a un intérêt que je rentre à fond dans le détail, sauf si vous avez des questions, et là, on rentrera à fond dans le détail. Du coup, on refait une petite explication sur ce que c'est la responsabilité sociétale des organisations. Effectivement, il n'y a pas que les enjeux environnementaux, mais il y a également les enjeux sociaux et économiques, parfois tendance à oublier. Et le but du jeu, c'est clairement de limiter l'impact sur la planète et de faire que les hommes et les femmes qui travaillent se sentent bien et aient envie de continuer de rester avec nous, notamment sur les thématiques de bénévolat auxquelles je ne maîtrise pas le sujet, mais je sais que Romain est un grand spécialiste et que ça rentre aussi sur ces sujets-là. Tac, oui, ça remet du coup les trois petits sujets et qu'est-ce qu'on prend en compte dans la partie écologique, qu'est-ce qu'on prend en compte dans la partie sociétale et qu'est-ce qu'on prend en compte dans la partie économique, sachant que c'est plutôt logique que quand on lance une démarche RSE, il y a souvent certains points qui sont plus faciles à mettre en place que d'autres. Par exemple, l'économie circulaire dans l'écologie, comme premier impact ou comme premier, on va dire, plan de lancement, c'est pas quelque chose de le plus simple, alors que d'autres, par exemple, sont quand même un peu plus faciles. Mais du coup,
on avance ensuite sur du coup les outils. En premier, on commence sur hop là, une plateforme qui s'appelle Mon Score RSO, qui appartient au CNOSF. Rapidement, en quelques mots, le but du jeu de cette plateforme, c'est de venir permettre plutôt à destination des clubs, mais si votre fédération en a besoin, ça marche aussi, ou même GNOS, CTOS ou CTOS, je vais y arriver. Le but du jeu, c'est d'avoir rapidement, avec quelques questions, de pouvoir savoir où est-ce qu'on en est dans notre démarche RSO au sein de notre structure. Et ça se base sur une norme ISO qui s'appelle une norme ISO 26000, qui est à destination de base plutôt des entreprises. Euh, à la limite, la norme, je vous l'ai donné, c'est pas l'élément le plus important à retenir, mais comme ça, moi, vous savez comment est-ce qu'on s'est basé et pourquoi est-ce qu'on arrive sur cet outil-là. Et cet outil, du coup, si on regarde, on a plusieurs questions. Euh, et là, on a fait une simulation, enfin, du coup, pardon, pas du tout, c'est pas une simulation, c'était le bilan RSO qu'on avait fait en 2021 pour le CNOSF. Il est sûrement plus très à jour, il faudrait, à mon avis, le refaire, mais j'ai pas eu le temps, histoire d'être assez honnête avec vous. Du coup, en rouge, on a tout ce qui va être sur la partie gouvernance responsable et durable. En jaune, sur le management et épanouissement social et professionnel. Ça, c'est le sujet. En noir, le respect et l'implication des pratiquants. En vert, protection de l'environnement sans surprise. En bleu, les règles et valeurs éthiques. Et en rose, développement, l'attractivité des territoires. Du coup, si on regarde, on retrouve bien la partie en rose qui va conserver sur la partie économique. En bleu, en noir et en rouge et en jaune, ce qu'on peut considérer sur la partie sociale, et en vert, la partie environnementale, et du coup, ce qui nous remet notre petit diagramme que l'on avait tout à l'heure. Le score que l'on avait fait en 2021, je suis certain que si on le referait maintenant, on serait normalement Meilleur. meilleur. Est-ce qu'il y a des items qui vous surprennent sur le fait qu'ils soient pris en compte justement dans ce travail-là, ou pour vous c'était évident? La slide d'après, on détaille un peu plus, si jamais. Bah, Celle vas-y. d'après, celle-ci. Où on arrive un petit peu plus à savoir qu'est-ce qu'on met à l'intérieur. On rentre un peu dans le détail. Donc, par exemple, premier point, c'est là où je voulais en venir, c'est que nous, c'est ça, en 1, par exemple, il y a identifier un binôme élu-salarié, ce qui a été fait au CNO, mettre en place une commission, ce que l'on a depuis cette année, on a une commission de transition écologique, enfin, cette année, depuis la nouvelle présidence, on a une commission de transition écologique, là où avant on avait une commission sport de nature, et la commission sport de nature est devenue un groupe de travail sport de nature, mais du coup, qui vont suivre ces sujets-là. Et effectivement, la RSO, nous, est intégrée dans toutes les activités. Il y a plein de sujets qui ne sont pas portés par moi, mais par tous les collègues du CNOSF. Je ne vais pas rentrer dans ce point de détail pour chaque point, mais c'était juste pour donner un exemple et qu'on puisse échanger un petit peu là-dessus. Et sur lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est dans le même pôle où je suis, mais c'est ma collègue Alice à qui peut-être vous avez fait ou... Ouais, on a eu Alice la semaine dernière Ah, sur voilà. sur la lutte contre la manipulation des compétitions, et on aura un webinaire dédié au sujet de discrimination et violence en février, si je dis pas de bêtises. Et ben, Janvier. je ne spoil pas, je laisserai Alice compléter sur cette partie-là, elle le connaît bien mieux que moi. Et du coup, moi, et après, voilà, on a remis quelques petites actions sur du coup, protection de l'environnement. On a mis bilan énergétique, éclairage LED, qui est du coup en lien avec le bilan énergétique. Mettre en place le tri des déchets. Toujours un vaste sujet dans les entreprises, ça, le tri des déchets. Et on verra qu'on a un tri des déchets spécialisé pour le milieu du sport, qui s'appelle les articles de sport et de loisirs. On verra après. Et ensuite, sensibiliser ces parties prenantes à la protection de l'environnement. Ça pareil, parce que souvent dans nos institutions et dans le milieu associatif, ceux qui prennent les décisions sont souvent, d'ailleurs pas sont souvent, sont la première cible à former. Parce que si vous êtes par exemple dans un club, enfin ça marche pour tout dans le milieu associatif, et que vos parties prenantes, ou imaginons que votre BE ou votre CA ne soient pas formés à ces sujets-là, ça va être compliqué de leur faire voter des changements si eux-mêmes ne sont pas au courant et au fait de ces sujets-là, soit par manque d'information. euh, Restons sur manque d'information. Et après, voilà, on a remis les exemples sur le 5 et sur le 6. Et ensuite, mais avant de passer à ça, est-ce qu'il y a des questions sur l'outil Mon Score RSO? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on peut enchaîner sur les autres outils? Je prendrai le pas de réponse comme c'est clair. Ouais, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des remarques.
L'enjeu de l'outil, c'est d'être assez accessible pour l'ensemble des structures. Donc, c'est des choses dont vous pouvez totalement vous emparer dans vos ligues, comités et demain dans vos fédés. C'est peut-être déjà le cas d'ailleurs. Mais voilà, l'enjeu, c'est de montrer aussi que sur ces critères-là, quelle que soit la structure et sa taille, elle est en capacité de s'en emparer. Elle fait sûrement déjà des choses. Alors oui, elle peut aller plus loin, mais elle fait déjà des choses. Et de pouvoir les identifier, les mettre en avant, et lui montrer aussi les perspectives d'évolution, en fonction des axes sur lesquels elle est déjà performante, celle où elle l'est moins. Ça lui donne aussi sur quoi s'orienter pour demain. Donc c'est l'enjeu de ce type d'outils. Et voilà, n'hésitez pas aussi à vous les utiliser, et potentiellement en rebond, les clubs, de vos territoires ou autres peuvent totalement les prendre en main. C'est vrai qu'il y a un point que j'ai pas dit, tous les outils qu'on va présenter là sont gratuits. Du coup, je le répète, ils sont gratuits. Genre, gratuit, gratuit, gratuit. Pas de... Parce qu'on m'a déjà demandé ils étaient gratuits à quel point, donc je sais pas comment re-expliquer gratuit. Genre, juste gratuit. Et du coup, ce qui permet quand même de pas, parce que maintenant on a de plus en plus d'entreprises, parfois avec lesquelles on travaille, cabinets de conseil ou autres, qui facturent plus ou moins cher, mais du coup, c'est aussi pour ça, et je pense que c'est aussi le rôle du CNOSF de mettre en place des outils gratuits à votre disposition. Allez, je continue de parler du coup. Et là, oui, du coup, on mettait un petit peu, faut me rendre 8 points, sur un petit peu les facteurs clés pour une démarche RSO réussie. Je n'en ai pas parlé non plus, mais tout ça fait le lien avec les fiches RSO que vous Ouais, on en parlera pas. avez eues, ou peut-être vous aurez, mais on en parlera tout à l'heure de ces fiches-là. En un, démystifier. Pourquoi démystifier? Parce que souvent on a l'impression que ça fait un peu peur, qu'on va venir embêter tous nos collègues et qu'on va être les méchants. Alors, c'est pas vraiment le groupe et qu'on est plutôt l'idée de travailler ensemble. En deux, gouvernance forte, ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir embarquer sa gouvernance et de les avoir avec nous et pas contre nous, c'est quand même assez intéressant. Faire un état des lieux, nickel, on l'a avec mon score RSO. Se former et s'entourer, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et vous montrer tous les outils que vous pouvez avoir. 5, structurer sa démarche, parce que parfois on va pouvoir avoir envie de commencer avec une première action, ou il faut toujours commencer, enfin moi j'estime, mais c'est un conseil, que vaut mieux commencer un peu petit par des premières actions qui vont réussir à se mettre en place un peu facilement, pour ensuite aller sur des actions un peu plus compliquées, aussi pour montrer que l'on avance, mais je crois qu'on le montre dans la slide d'après, ça, sur ce sujet-là. S'améliorer progressivement, je pense qu'on peut toujours s'améliorer, mais ça c'est comme dans la vie en général. Et ensuite, les deux derniers points, fédérer avec son réseau et valoriser ses actions. Pas avoir peur de parler de ce qu'on fait, euh, parce que souvent on fait plein de choses bien et on n'ose pas en parler, mais je suis le premier à ne pas trop faire ça, alors qu'il faudrait le faire. Et c'est ça, ce que je voulais parler. Du coup, là, on a mis un petit graphique un peu scientifique, histoire de quand même pas citer que nous, sur le cycle de vie d'un projet. Et je pense que je rajouterais même sur la thématique du changement, où au début, c'est pareil, on est sur ça fait, enfin, le refus, ensuite ça fait peur, ensuite les gens osent changer. Donc je pense que c'est deux graphiques qui fonctionnent assez bien sur mes sujets, mais également sur les sujets enfin, environnementaux, sociétaux, où ça prend quand même un peu de temps avant que quand on se lance et qu'ensuite il y a les résultats, il peut se passer plusieurs semaines, voire mois, voire années, mais c'est pas très grave. Histoire de pas présenter que des outils du CNOSF. Euh, enfin, il y en a un dans le lot, mais qu'on va voir après, donc je vais pas en parler. Mais du coup, je vais vous présenter juste les outils qui sont à droite et à gauche. À droite, on a la boîte à outils et événements sportifs et co-responsables du ministère des Sports et de la jeunesse et de la vie associative, mais qui a été fait en lien avec Paris 2024. Si je résume, ils ont récupéré tous les outils de l'équipe environnement et legacy, qui est la partie sociale de Paris 2024. Ils ont tout mis sur un serveur, regroupé en 15 catégories. Je vais expliquer les 15 catégories ensuite. Et vous avez donc du coup, le lien ça, de toute façon dans la présentation et vous pouvez aller regarder. Pour l'instant, c'est la première version de la boîte à outils qui est disponible parce que du coup ça ouvre un PDF. Genre, je vous le dis parce que si vous cliquez sur l'outil, ça va vous faire télécharger un PDF et ensuite il faut cliquer dans ce PDF et aller chercher. C'est pas le meilleur moyen, c'est pour l'instant la V1, la V2 doit sortir. Je n'ai pas envie de vous dire une date parce que à tout moment je vais vous dire une date et ce sera pas la bonne, mais normalement assez vite, où là, ce sera un site internet avec, on va dire, assez classique, où il y aura une barre de recherche, on pourra juste taper les informations et les mots-clés, et avec des mots-clés, vous trouverez facilement tous les documents. Et du coup, le lien qui est fait, c'est que elle a été faite sous 15 axes qui reprennent la charte des 15 engagements. Donc, on a des axes sur l'alimentation, les déplacements, les déchets, évidemment, j'en oublie plein, la biodiversité, l'économie circulaire, et encore tout plein d'autres que, évidemment, je n'ai plus en tête. Mais le but du jeu, c'était pas que ces documents qui avaient été produits par Paris 24
meurt et ne termine dans un serveur à Lausanne, au siège du CIO, mais plutôt que ça participe et que ça soit utile pour tout le mouvement sportif français, ou du moins toutes les personnes qui parlent français. Même si je pense qu'il y a quelques documents en anglais, mais ça reste quand même pour un public qui parle français. Donc voilà, j'avoue que je conseille cette boîte à outils. Elle peut avoir l'air un peu impressionnante et faire peur au premier abord. Je préfère vous prévenir. Mais je trouve qu'une fois qu'on s'y fait, on a quand même accès à pas mal de documents qui sont assez utiles si on a envie de se lancer, enfin si on a envie un peu plus, je dirais, d'aller plus loin sur ces sujets-là. Et là, la charte, je vous ai mis la charte, parce que du coup, il y a deux, mais pareil, on verra ça un peu, on verra la deuxième charte après, mais il y a deux chartes des 15 engagements éco-responsables du ministère des Sports, une sur l'événementiel, une sur le siège des fédérations, siège, on y parlera après, et celle-ci, là, c'est la charte uniquement événementielle, où on est un peu à destination des événements nationaux et internationaux, mais ça peut aussi être utilisé dans des clubs, même si personnellement, et je dis pas ça parce que je suis au CNOSF, mais je conseille plutôt le label développement durable du CNOSF pour, on va dire, des événements un peu plus... euh, on a mis de toute taille, moi je tendance à le conseiller sur des événements qui sont quand même un peu plus petits, et de conseiller la charte pour des événements qui sont plus gros, parce que la charte a plus de contraintes, il y a un suivi quand même plus important, il y a des bilans à donner quand même plus qu'au ministère, même s'il faut aussi nous en donner quand on remplit le label développement durable, mais de mon côté, je trouve que les deux vivent assez bien de manière enfin, ensemble, et ils n'ont pas besoin, il y a pas de guerre pour que ce soit l'un contre l'autre, et que les deux vivent quand même assez bien ensemble. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que vous connaissiez ces outils-là Ouais, bah, ça m'intéresse de savoir, par rapport à ce que vous pouvez voir passer, par rapport à des recherches que vous avez pu faire, est-ce que c'est des outils dont vous aviez entendu parler ou pas du tout? Il y a eu un gros enjeu sur Paris 24, ça a permis de mettre un peu l'éclairage sur pas mal de choses, soit existantes, soit qu'on peut être produit dans ce cadre-là. Nous, forcément, on a l'impression que c'est connu et que ça circule. Vous aussi, sous votre prisme, alors Hugo nous met non, je Ouais, Hugo vois. Numénon, ouais. Alors moi, c'est vrai que je connaissais la charte et je connaissais également un outil de mesure d'impact, mais je me souviens plus le nom. Mais les autres outils, j'en avais pas entendu parler quand je travaillais à la Fédération française des sports de l'Ouest. Ouais, ok. Ok, on va savoir. Et du coup, Thibaut, tu nous dis que tu as pu travailler dessus sur les trois. Oui, coach climat, on y viendra après, mais bon, pardon, je te cherchais du regard alors que tu as ta caméra, Thibaut, pardon, excuse-moi. Oui, non, non, bah oui, j'ai pu travailler dessus avec mon engagement, on va dire, et du côté universitaire aussi. Ok. Et oui, coach climat, on va y venir après, c'est quelques slides après. Je ne l'ai pas mis là parce que je fais un petit focus derrière. J'allais en dire plus, mais ça sert à rien vu que je vais en parler. Mais ouais, du coup, il y a quand même un gros boulot pour faire connaître les outils, donc vous en êtes aussi désormais les ambassadeurs. Mais c'est vrai que voilà, il y a pas mal de choses aujourd'hui qui sont mises à disposition pour accompagner les acteurs. La deuxième étape, c'est vraiment que chacun puisse connaître, s'en emparer et utiliser. Et bah, ça sera progressivement, mais il y a encore un peu de boulot là-dessus. Du coup, vu qu'on a terminé sur la label développement durable, on va forcément enchaîner dessus. C'est ce que je viens de dire, je vous laisse du coup lire, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que vous avez trois niveaux à la fin de récompense. On est resté dans l'olympisme, donc on a mis du bronze, de l'argent et de l'or. Et que pour obtenir la labellisation, quand c'est un événement national, c'est le CNOSF qui labellise l'événement. Par contre, si c'est un événement euh, bah, du coup régional, ou c'est du coup le cross, et si c'est départemental, c'est l'OCDOS qui du coup va labelliser l'événement dans la région. Ce qui nous permet, nous, parce qu'on n'est pas, enfin, je veux dire, nous, moi, en fait, je dis avec moi, et après il y aura Audrey, de pas non plus passer nos journées sur le fait de labelliser des événements, parce que malheureusement, on ne pourrait pas, mais en tout cas, on échange quand même avec les Cross et l'UCDOS si besoin. Je vous laisserai aller le découvrir. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous montre quelques petites images, quelques petites photos. Ça, c'est une fois qu'on a l'événement labellisé, un petit peu à quoi ça ressemble. On a pris un exemple du championnat du monde de kayak polo en 2022. Là, on a petit commentaire de l'évaluateur, donc quand c'est nous, bah, c'est ce que nous on écrit. Et ensuite, ici, on reprend du coup comme tout à l'heure dans Score RSO la partie gouvernance. Et ben là, on reprend là, on a encore la partie environnementale.
Et du coup, ce que vous voyez en or, c'est du coup les actions qu'on a notées or. Bon, ça, c'est logique en vérité, argent et bronze. Et à la fin, ça donne un score. Et en fonction du score, et ben, on a soit le label bronze, argent ou or. Et après, effectivement, on peut télécharger, mais je vais pas. Je vous laisse du coup lire les infos qu'il y a sur la slide. Et ça, c'est quelques exemples. Pareil que je vais pas détailler à fond. Mais enfin, je vais juste parler moi du coup des sujets que je maîtrise un peu plus quand même, surtout sur la partie environnementale. Ça peut être sur des marathons ou sur des courses où on ne donne plus de bouteilles d'eau. Et ça veut d'ailleurs de plus donner de bouteilles d'eau d'ailleurs sur aucune compétition. Demander aux athlètes de venir avec leurs gourdes, aussi leurs spectateurs de venir avec leurs gourdes. Et sur le gaspillage alimentaire, ça va être des dons à des associations, pardon, je vais arriver comme Banque Alimentaire, le Chaînon Manquant ou la Croix-Rouge. Et si on est sur des plus gros événements, ça va être venir se raccorder au réseau électrique et non pas dépendre des groupes électrogènes. Là, on change de taille sur événement, mais je le précise parce que souvent, on découvre qu'il y a beaucoup de stades qui sont raccordés à des groupes électrogènes et qui ne fonctionnent pas sur du réseau électrique en jour de match. Ce qui évidemment est pareil pour la culture et ce qui avait un peu changé avec Paris 2024, mais ce qui continue à se développer. Et les petites bornes, c'est comme quand vous allez au marché le dimanche matin, c'est une petite borne qui se lève où on vient brancher sa prise électrique. C'est la même chose en beaucoup plus gros dans un stade. Le Stade de Voilà. France, il me semble qu'il était sur groupe électrogène jusqu'au JO, non? Juste avant les jeux, ouais, il était sur groupe électrogène. Et au moment des jeux, il était raccordé. Mhm. Donc du coup, il y a un premier. Enfin, en fait, ils sont de base raccordés au réseau. C'est juste qu'au moment des jeux, enfin, pardon, au moment du match ou d'un concert, le diffuseur, en fait, pour ne s'assurer que ça se passe bien, demandait et imposait à ce qu'on passe sur le groupe électrogène. Et du coup, certains stades, il y avait juste la diffusion qui du coup passait sur le groupe électrogène. La plupart, ils faisaient tout passer sur le groupe électrogène, parce qu'au moins, ils s'assuraient que dans le cahier des charges, ils allaient bien diffuser, il n'y allait pas avoir coupure d'électricité, de courant ou tout autre. Et du coup, il a fallu faire changer ça. Ça a commencé, et il y a eu un travail avec Enedis aussi. Et ensuite, en ce moment, ils en font de la pub à la télé. Ou alors, j'ai pas allumé ma télé depuis longtemps, mais j'ai le souvenir d'avoir vu quand même deux, trois pubs là-dessus. Et effectivement, maintenant, le Stade de France est raccordé. Enfin, il a un double raccordement, celui qu'il avait déjà, et du coup, un autre, son petit autre raccordement qui est aussi au réseau, mais qui n'est pas le même réseau que celui qu'il a. Et il y a toujours des groupes électrogènes, mais qui sont de secours. Et au cas où ça saute, effectivement. Alors, il y a toujours un test qui est fait. Et en plus, sur ces groupes-là électrogènes, on est capable maintenant de mettre ce qu'on appelle des biocarburants ou des carburants alternatifs. C'est la bonne définition, c'est carburant alternatif. Et il y a plusieurs générations de carburants alternatifs ou de l'hydrogène, ce type qui peuvent être utilisés pour du coup pas dépenser des énergies fossiles. Par exemple, à Londres, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois qu'on était en milliers de tonnes de diesel qui avait été utilisé juste pour pouvoir en fait alimenter les stades en électricité, ce qui est un peu dommage quand on connaît notre mix énergétique assez bon en France. Ça, c'était pour le label. Et du coup, c'est à ce moment-là, on va encore continuer à parler et on va arriver au coach climat un peu plus. Il est là, notre petit coach climat, mais on le détaillera ensuite. Mais du coup, ce qu'on voulait dire sur cette partie-là, sur les jeux de Paris 24, c'est qu'il y a quand même deux, trois éléments euh, à retenir. Le premier, qui me semble hyper important, c'est que quand on lance une démarche RSE, ou RSO, je pense pareil, et qu'on est quand même dans une structure qui est quand même assez importante, on est obligé et on va de pair avec nos amis des achats. Et du coup, c'est hyper important d'avoir une stratégie d'achat responsable. Ici, on a mis, vous verrez le lien, c'est ce qui a été fait par Les Canaux, qui était une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui a travaillé avec Paris 2024 pour faire une stratégie d'achat responsable. En tout cas, si on prend l'exemple de nous, en tout cas au CNOSF, euh, on, on forme, même s'ils sont déjà formés, on va continuer à former nos collègues des achats qui mettent en place une stratégie d'achat responsable, et ce qui signifie de manière plus concrète donc pour Paris 2024, il y avait des enjeux, il y avait un pourcentage, c'est-à-dire que quand il y avait un appel d'offres, on mettait minimum 10 et ça pouvait monter jusqu'à 30% de critères RSE, donc souvent c'était 15% environnement, 15% sociétal. Et nous, au CNOSF, ce qu'on a fait par contre, c'est qu'on met une note, et du coup j'ai le même
j'ai le même poids, par exemple, pas que l'aspect financier, mais genre le même poids que l'analyse technique, un petit peu moins, mais sur du coup tous les appels d'offres qui sont marchés au CNOSF, puis comme on est enfin, on n'est pas un service public, mais en tout cas on fait appel aux appels d'offres comme le marché Les public. marchés publics, ouais. C'est ça, c'est le mot que je cherchais, les marchés publics. Et donc, du coup, on pèse aussi à la rédaction de ces appels d'offres. Donc, du coup, et ensuite, une fois qu'on reçoit les appels d'offres, je viens noter ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils allaient faire. Donc, assez intéressant. Donc, je vous laisserai lire tout ça en détail et vous y avoir pas mal d'informations. On vous a mis un petit annuaire des solutions sport durable. Je vous laisserai lire, franchement, je ne vais pas détailler. Et parce que l'environnement marche toujours avec l'aspect sociétal, je ne pouvais pas être dans le pôle grande cause nationale sans vous parler de la SOP. Que du coup, j'en profite, je le replace. La semaine olympique et paralympique 2026 qui aura lieu. Je n'ai plus les dates exactes, mais toutes les infos sont sur le En site. avril, ouais. C'est en avril, oui. Et là, c'est parce que c'est aussi un héritage de Paris 24, et du coup, c'est mes collègues du pôle grande cause qui s'en occupent. Et c'est aussi OK de parler de sujets environnementaux lors de la SOP. On avait une 2023, je crois, la thématique de la SOP. Alors, la SOP, je passe par là tout le monde, mais c'est la semaine olympique et paralympique, donc elle a été portée par Paris 24 et le CNOSF, et aujourd'hui par le CNO et le ministère de l'Éducnat, qui a vocation, on va dire, à mettre plus de sport pendant une semaine dans l'école et dans les classes, avec l'idée que des classes puissent faire remonter un projet un peu transverse sur toute la semaine, qui met à la fois activité sportive, rencontre avec des acteurs et ateliers autour des valeurs du sport. Et il y a, toi, je crois que c'est 2023, la thématique de la SOP était justement les sujets environnementaux, ce qui permettait de sensibiliser les enfants à ces thématiques-là via l'entrée du sport, dans le cadre de ce programme de cette semaine. Donc voilà, on raccroche un peu, on va dire, les différents sujets, on trouve aussi différentes entrées pour sensibiliser à ces enjeux-là, et notamment dans le milieu du sport. Et le coach client, on va en parler après, donc je vais pas rentrer en détail tout de suite, parce qu'on en parle vraiment là. Euh, un petit aperçu, pareil, j'ai pas trop. Je dis ça et je parle 5 minutes, faut que j'arrête de dire ça en fait. Mais du coup, je voulais vous laisser aller sur le site internet et regarder, vous pouvez vous créer un compte. Ce qu'il y a à retenir, il y a 2 parcours. Découverte confirmée. Ensuite, on vous pose des questions sur les 9 catégories qui sont là. Il faut juste répondre aux questions et à la fin, c'est comme un coach, ça va vous donner du coup déjà les résultats de du coup, votre bilan carbone de votre événement. Et à la fin, il y a une partie coach où il va vous dire, ah bah c'est super ce que tu as fait, mais là, si tu réduis encore de temps, par exemple, si on prend l'alimentation, si tu mets plus de végétal dans ton événement, ça se trouve avant tu en avais 0%, bah, tu passes à 10 à 20%, voilà combien tu vas y mettre en moins. Et du coup, on va avancer sur ça. Et pareil, il est gratuit et en héritage, avec du coup là, il est porté par CNOSF, ministère des Sports, de la jeunesse et de la vie associative, et on continue d'échanger, puisque c'est pas la donnée, pardon, le mot que je cherchais, la donnée qui va calculer vient de l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, et donc on continue d'échanger avec eux pour que on puisse le maintenir à jour, cet outil. Et on vous a mis quelques exemples. Là, c'est par exemple un exemple de résultat, et ça vous remet du coup, comme on a vu tout à l'heure, un petit peu dans le bilan carbone, parce qu'on reprend globalement les mêmes outils par thématique, parce que vous consommez de plus. Et ensuite, c'est ce que je disais, là, le coach qui vous donne des petites directions pour comment faire pour réduire encore votre bilan carbone. Et à la fin, on a un visuel avec sans plan d'action et avec le plan d'action, ce qui permet de mieux comprendre et de réduire le bilan carbone de votre événement. Et en plus, maintenant que vous savez, enfin vous le saviez déjà, mais du coup, quand c'est le déplacement, effectivement, on dépense pas mal d'énergie sur le déplacement dans nos bilans carbone. Est-ce qu'il y a des questions sur le coach climat avant que j'enchaîne? C'est tout bon. Ça a l'air d'être tout bon, très bien. Alors, on arrive du coup à quelques outils actuels. Enfin, j'ai mis anciens, ils sont pas si vieux que ça, mais c'est juste qu'il y a des nouveaux outils. Donc, du coup, je voulais quand même un peu insister sur ces deux-là, mais on va quand même revenir sur les 2 anciens, qui sont le plan de sobriété énergétique du sport depuis 2022, porté par le ministère, et le plan eau et le guide sécheresse. Je les connais pas par cœur. Donc, je vous laisserai en prendre connaissance si besoin. Bon, bah, enfin, après, en gros, pour le plan de sobriété énergétique, il faut juste moins consommer. Donc, éteindre la lumière et passer à des LED.
je mets des grosses guillemets, mais ça ressemble un peu à ça. Ça a quand même été un peu plus loin sur le plan de sobriété énergétique, par exemple sur des stades de foot et de rugby, donc il y a eu un travail avec les deux ligues pour qu'on on n'allume pas la lumière dans les stades à 15 heures et qu'on mette les LED à fond alors on est, je sais pas moi, un samedi 15 heures qui fait super beau, il y a le grand soleil et qu'on arrête de nous mettre de la lumière là où il n'y en a pas besoin. Donc, et on a aussi réduit le temps d'allumage. C'est-à-dire que maintenant vous êtes dans un stade, c'est plus éclairé à fond dès votre entrée au stade. Ça s'éclaire progressivement jusqu'au moment de la rencontre et ça baisse dès la fin de la rencontre pour s'éteindre à la fin de la soirée. Donc voilà, c'est les petites infos qu'il y a. Le plan est pas mal pour avoir deux, trois idées et voir ce qui est possible de faire dans tout type de structure. Tout n'est pas applicable à chaque structure, mais ça donne une petite idée. Mais du coup, les deux points où je voulais insister, c'est que du coup, le ministère demande à toutes les fédérations, et c'est un peu de manière obligatoire, sur la charte des 15 engagements. Donc on retourne avec notre charte des 15 engagements, mais celle-ci, elle est à destination des fédérations, et c'est pour le siège des fédérations et ligues de sport professionnels. On reprend les 15 mêmes thématiques que l'on avait dans l'autre charte, mais cette fois-ci qui sont appliquées uniquement à son siège. Le but du jeu, c'est aussi toujours dans une stratégie globale de venir réduire et de moins consommer. Et par contre, là, le ministère le rend obligatoire. Donc là, les fédérations doivent le faire. C'est pas toujours simple. Du coup, nous, on essaye aussi, côté CNO, de les accompagner dans la mise en place de cette charte, puisqu'il y a pas mal d'attentes et parfois certaines fédérations n'ont pas tout le temps des ressources à leur disposition pour pouvoir les accompagner et les aider à mettre en place cette charte. Mais donc, si jamais vous avez au sein d'une fédé, vous avez peut-être déjà entendu parler parce que celle-ci, on en parle quand même pas mal sur nos sujets-là. Et enfin, le grand sujet, j'allais dire du moment, mais qui va durer longtemps, celui-ci, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique du coup du sport, le PNAC pour les intimes. Ce PNAC, c'est du coup une décision du gouvernement et du coup, il demande à chaque ministère de mettre en place un PNAC. Et le ministère des Sports a sorti le sien en 2024. Et du coup, nous, le CNESF, on est pilote de deux mesures. Une mesure, alors la mesure 4, ça ne va rien vous dire, c'est sur la formation des décideurs. Et la mesure 22 sur les règles de pratique adaptées. Et après, on est copilote sur la mesure. Pardon, j'ai une bêtise. Pilote de la mesure 7, pardon, sur la formation de nos sportifs. Et on est copilote de la mesure, trois mesures de la 4, de la 23 et de la 26. 4 qui est la formation des décideurs du sport. Et 23 et 26 sur les règles et comment est-ce qu'on adapte les règles au changement climatique. Tout ça pour dire quoi? C'est que surtout, en fait, on se rend compte que on pourra pas, du coup, atteindre les objectifs de l'accord de Paris qui sont à plus 1,5 degré et qu'on se dirige sur du plus 2, plus 3, voire du plus 4 degrés. Et donc ce plan, c'est de se dire, bah en fait, j'ai perdu tout le monde à savoir là. Et du coup, ce plan, c'est de se dire que les températures vont augmenter et qu'il va bien falloir qu'on continue à faire du sport. Donc on essaye de réfléchir à des solutions dès maintenant pour mettre ça en place et puis bah, du coup s'adapter et du coup pas lutter contre les effets du changement climatique. Je pourrais en parler très longtemps, mais il est, c'est peut-être pas le document que je conseillerais quand on commence, mais en tout cas, si jamais vous allez un peu plus loin, c'est utile et vous allez beaucoup en entendre parler de la part du ministère des Sports et du CNOSF parce que ça dure jusqu'à 2030. Il faut qu'on avance sur ces mesures, donc c'est quelque chose qui va revenir, je pense, pas mal sur nos collègues du ministère et notamment du sport durable sur leur communication. Et après, je vais pas vous faire autant dans le détail, je vous ai juste mis ce qui existait autre que ministère des Sports et ce qu'on peut trouver. Le seul où je veux juste insister 30 secondes, c'est écologique. C'est du coup ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est l'éco-organisme en charge des ASL, donc articles de sport et de loisirs. Puisque pour votre information, je pense que vous êtes au courant, mais c'est pas grave, je le redis quand même, on ne jette pas nos articles de sport et de loisirs dans les poubelles que vous pouvez avoir, même que ce soit la poubelle jaune ou que la poubelle noire. On a une filière qui est dédiée à ça. Et maintenant, on a ce qu'on appelle la règle du 1 pour 0. C'est-à-dire que vous pouvez, le 1, c'est que vous pouvez donner vos articles de sport et de loisirs dans tous les grands magasins, donc que ce soit Decathlon, Intersport, Sport 2000, bref, toutes les grandes enseignes que vous connaissez. Et le 0, c'est que vous n'êtes plus obligé d'acheter, c'est-à-dire que les bornes se trouvent à l'entrée de vos magasins. Et pour certains territoires, vous avez le droit de donner aussi en déchetterie, mais c'est pas le cas de toutes les villes et toutes les régions. Donc c'est pour ça que faut se renseigner un petit peu pour voir si c'est possible. En tout cas, dans les magasins, vous pouvez aller donner
vos articles de sport et de loisirs. Et un bon exemple que vous avez déjà la fait les tennis avant, c'est l'opération balle jaune, où typiquement on récupère, avant tous les clubs récupéraient les balles qui étaient données au comité puis ligue, et ensuite il y avait un camion qui passait, et bah, clairement c'est la même chose pour tous nos articles de sport et de loisirs, et nous aussi on l'a fait au CNOSF. J'allais dire 30, oui, je crois que 37 kg de matériel qu'on a récupéré euh, grâce aux collaborateurs et à la fédé d'athlétisme qui est juste à côté, qui a aussi participé à l'opération. J'ai beaucoup parlé, mais du coup, voilà, les autres, je vais pas plus en parler parce que déjà que je parle beaucoup, je trouve que c'est suffisant. Et pareil, là, je vous laisserai lire toutes les informations parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur le projet Océan qui est un projet porté par le Comité olympique européen visant à réduire l'impact carbone des sièges, pardon, des CNO européens. Du coup, on a développé un outil carbone et il y a vraiment plein de ressources qui sont dispo. J'ai vérifié tous les liens fonctionnent bien, mais ça reprend basiquement, c'est comme un coach climat. C'est un mix entre un coach climat, un score RSO, mais juste à destination des sièges des CNO ou des fédérations. Je vous laisserai le lire. Et enfin, à la fin, je vous ai mis une petite bibliographie non exhaustive. Mais si vous avez envie de lire quelques rapports, je les conseille. Peut-être qu'il y en a deux auxquels j'ai pas parlé. Peut-être que vous connaissez, il y en a un qui s'appelle le Shift Project, qui ont fait un décarbonons le sport, et ils ont fait un focus sur le foot et le rugby. Et il y a des synthèses et des rapports plus longs qui sont disponibles, assez intéressants, notamment sur la partie déplacement, parce qu'ils nous font une bonne analyse de l'empreinte carbone des déplacements pour le sport pro et pour le sport amateur. Et peu importe votre sport, vous pouvez vraiment, si vous n'avez pas de chiffres, et c'est OK, mais partir de ces chiffres-là, parce que globalement, les déplacements pour aller le dimanche dans un match, qu'on fasse du basket, du volley ou du foot et du rugby, c'est globalement la même chose. On va prendre son petit minibus et on va aller dans le stade d'à côté. Donc c'est un bon moyen d'avoir quand même pas mal de chiffres. Et après, je vous ai mis des rapports un peu plus importants, un peu plus gros, histoire de mettre des rapports de World Rugby et de World Sailing. Et le rapport impact et durabilité de Paris 2024, lui, est disponible dans la boîte à outils du ministère. Et après, j'ai mis un site internet, Ecolosport, enfin, moi j'adore ce site internet, donc je voulais partager des petits articles. C'est pas toujours, ça peut être un peu plus rapide et ça peut être moins long que ces gros rapports à lire. Et après, ça s'arrête là sur. J'ai pas d'autres sujets à vous présenter, j'ai déjà quasiment parlé 1 heure, ce qui est déjà pas mal. Donc là, on peut pour le coup plutôt échanger si vous avez des questions ou même un petit peu des retextes à faire et je sais qu'on échange avec grand plaisir. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, peut-être aussi des partages d'expériences par rapport à des choses que vous auriez pu utiliser, mettre en place dans le cadre de vos fonctions, activités? Non? C'est que tout était clair. Vas-y Thibaut. Ouais, ben merci beaucoup pour toute la présentation. Moi, c'est plus une question slash remarque par rapport à la RSO en règle générale, enfin en règle générale, non, peut-être pas, mais en tout cas appliquée au sport et d'autant plus sur les grands événements sportifs internationaux. On a beaucoup parlé de Paris 2024, etc. Euh, et bah, étant donné que enfin, comment dire, le CIO, c'est une structure privée avec un certain nombre d'engagements et surtout des partenaires qui sont plus ou moins en accord avec ces principes de développement soutenable, etc. Je trouve ça assez compliqué, même s'il y a eu des choses de fait et des efforts entre grosses guillemets qui ont été mis en place. Je trouve ça assez compliqué comment dire, de parler de RSO à ce niveau-là, étant donné que, enfin, c'est mon avis, hein, mais pour moi, c'est beaucoup aussi de greenwashing, on va dire, là où sur les événements beaucoup plus locaux, on va avoir vraiment des engagements qui vont être plus forts, avec des fois aussi des contraintes qui sont plus importantes, notamment en fonction des territoires, au niveau des demandes de subventions, etc., où là, il va y avoir un vrai travail qui va être fait, alors que plus on va avancer, on va dire, à l'échelon national ou international. Et c'est là où on a les plus gros impacts sur l'environnement. Et là, je parle vraiment que de l'aspect environnemental, parce que
c'est là où je trouve qu'il y a un gros problème sur la façon dont c'est traité. Plus on va augmenter au niveau national ou international, moins il va y avoir d'actions concrètes qui vont être réalisées. Parce que un truc, par exemple, qui a été mis en avant, ça a été le fait que bah, sur les sites qui accueillaient du public, il n'y avait pas de bouteilles, il n'y avait plus de bouchons de plastique, etc., etc. Mais à côté de ça, on avait des fontaines de coca. Pas sûr que d'un point de vue bien-être, d'un point de vue santé et d'un point de vue environnemental, ce soit le mieux, quoi. Voilà, c'était juste un petit point de vue assez personnel. Mais hyper intéressant. Je voulais rebondir sur oui, alors le scandale Coca des bouteilles d'eau. On peut en parler. Mais en tout cas, là où je te rejoins, c'est que c'est très difficile et j'ai rarement la solution. Parfois, on me demande sur une action qui va pouvoir cocher une partie environnementale et une partie sociale. Parfois, il y a des choix qu'on doit faire. Et du coup, sur La Fontaine, en tout cas, bah, je sais pas l'exemple, mais un petit carton, enfin vraiment, c'était un petit carton comme ça, tu mettais 50 boissons, là où quand tu prends des bouteilles, bah, tu mets pas 50 boissons dans un mini carton. Donc malheureusement, sur nos sujets, on a toujours du mal à résoudre les trois à la fois. Et oui, là où je voulais rebondir, c'est ça, pardon, c'est sur la partie où tu me disais sur les subventions. Effectivement, j'en ai pas parlé, mais on en parle dans les fiches, on peut parler d'ailleurs, Ouais, c'est tellement dis-le vite, mais et effectivement, il y a un petit focus sur ça, sur la partie subvention, parce que de plus en plus de collectivités demandent et imposent bah, du coup aux organisateurs, que ce soit d'événements ou juste à votre ou à un club, de mettre en place une stratégie pour avoir accès à une subvention. Et on a même la Maïf, il est vrai que je l'ai pas mis, mais je vais mettre le lien, tiens, tout à l'heure. Je me le note, histoire de vous rajouter le lien avant qu'on vous envoie la presse, mais qui a mis une éco-conditionnalité, je vais y arriver, un mot bien trop compliqué pour 19h30, à leur partenariat, notamment avec enfin, avec les fédérations avec lesquelles ils sont partenaires. Et eux, ils ont essayé de le mettre sur un aspect positif, c'est-à-dire que il y a le montant minimum qu'ils vont verser en tant que partenaire, et que si la fédération met en place des actions, ils versent en plus de l'argent. Et je pense que tout à fait, et l'ensemble du programme My for Planet, tout à fait. Et du coup, qui est assez intéressant, je trouve, comme manière de penser où on récompense les actions qui sont mises en place et non pas où on pénalise, ce qui est souvent aussi sur les enjeux RSO, quelque chose qui est assez. On peut avoir l'air d'être ceux qui veulent pénaliser et faire moins bien ou différent, donc j'aime beaucoup le. Je sais que c'est pas un partenaire du CNOSF et que c'est pas non plus un partenaire du CIO, mais en tout cas, j'aime beaucoup leur stratégie qu'ils ont à ce niveau-là, donc. Et je pense que pas mal de collectivités vont un petit peu s'en inspirer sur les subventions. Et Emma, tu avais levé Vas-y, la Emma, ouais. main. Oui, moi en fait ma remarque c'était plus par rapport en fait à des fois la difficulté à rendre toutes ces chartes et ces objectifs compatibles avec les règlements des fédérations internationales. Parce que par exemple sur le fait qu'on n'a plus le droit de donner des bouteilles d'eau en plastique gratuitement dans un ERP, Mm. nous par exemple dans le patinage c'est obligatoire dans une Coupe du Monde de fournir des bouteilles d'eau en plastique fermées pour les sportifs. Et en fait, moi, j'ai débattu pendant longtemps avec le ministère parce que je suis totalement d'accord avec cette règle, mais après, nous, bah, la Fédération internationale nous donnait des blâmes en fait pour non-respect de leur règlement. Et c'était pas que les bouteilles d'eau, c'était aussi bah, enfin, plein d'autres choses, mais il fallait que ce soit scellé et que ce soit pas nous qui servions les verres pour des raisons d'antidopage, etc. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'on des fois, on se retrouve bloqué. Alors, pour les événements locaux, ça va. Mais après, dès qu'on monte un peu à un certain niveau, je trouve que voilà, on se retrouve un peu aussi dans une absurdité des fédérations internationales qui demandent des choses qui sont pas forcément compatibles avec tous ces enjeux de RSE. Et juste aussi l'autre chose que je voulais dire, nous, à la Fédération française des sports de glace, on avait pu emprunter, enfin télécharger les posters de sensibilisation au développement durable qui avaient été faits pour les championnats du monde de para-athlée, qui avaient été faits par, j'ai oublié l'agence, mais bon, c'était une agence qui travaillait avec les championnats du monde. Et du coup, c'était Quentin Willem. Et en fait, donc, ils ont un support qui est disponible, qu'ils peuvent prêter gratuitement, mais ils ont aussi mis tous les supports des affiches disponibles en ligne.
Et nous, par exemple, on les avait réaffichés du coup dans notre événement et ça sensibilisait à la nourriture qu'on mange sur un événement, l'eau qu'on boit, le transport, plein de sujets. Et donc, c'était à la fois pour les spectateurs, pour les athlètes, etc. C'était super intéressant de pouvoir avoir ces ressources faciles un peu à mettre en place, même si voilà, c'est peut-être pas un énorme impact, mais même si ça fait réfléchir quelques personnes, que ce soit spectateurs, athlètes, officiels, on trouvait ça intéressant, donc on avait mis ça en place, et c'était une bonne ressource. Ouais, carrément, effectivement, c'est vrai que les posters, j'en ai pas parlé, le ministère a mis en place quelque chose à ce niveau-là où c'est possible de les télécharger. Je sais plus s'ils sont dans la boîte à outils ou s'il faut leur faire une demande, mais ils ont mis en place ce système-là. Et je sais qu'il y a la Fédé aussi de montagne et escalade qui a mis des petits éco-gestes. Bon, il n'y a que Romain qui peut les voir parce qu'ils sont affichés juste là, mais à disposition et pas mal de fédérations qu'on en mis aussi. Le CNESF a pas pour décision d'en produire, mais en tout cas, je peux que conseiller d'utiliser tous ceux qui existent déjà. Paris 24 on avait fait aussi. Enfin, du coup, effectivement, je pense que c'est une super idée de ce point de vue-là. Et pour rebondir sur le point d'avant, c'est effectivement la mesure 26 du coup du CNAC qui totalement parle de ces demandes des fédérations slash internationales slash CIO qui sont un peu contraires aux engagements environnementaux. Par exemple, un exemple assez simple, en France, on n'a pas le droit de mettre de climatisation en dessous de 26 degrés. C'est-à-dire que s'il fait 26 degrés, on n'a pas le droit de déclencher la clim. Et pour autant, pour les Jeux, on a climatisé le stade de Lille, parce qu'il y avait le basket et le hand, et du coup, il y a eu des grandes discussions entre tout à fait la Fédération internationale et Paris 2024 pour essayer de leur expliquer que en France, on n'a pas le droit, mais que eux, dans leur cahier des charges, ils mettent que en fait, les joueurs, quand ils jouent, il faut qu'ils jouent sous 23 degrés. Et s'il fait 28 ou 29 degrés dehors, on met de la clim. Et ça, je pense que c'est un vaste sujet, et puis d'ailleurs, dans la mesure 26 du PNAC, et qui va être assez compliqué, c'est comment on arrive à faire changer ou à faire évoluer les mentalités dans les fédérations internationales, parce que on va avoir besoin du coup de nos collègues, de d'autres CNO ou d'autres fédérations d'autres pays, parce qu'on ne pourra pas faire ça tout seul. Mais oui, il va bien falloir qu'on arrive à changer. Je sais que la Fédé de ski travaille actuellement là-dessus et essaye d'échanger pour faire changer les normes de fédération internationale, mais c'est un sujet qui est très compliqué et je comprends ton dilemme sur les bouteilles d'eau où on sait que c'est possible et quand la fédération internationale ne le veut pas, on a un peu l'impression que qu'on avance à deux vitesses, quoi. Mais oui, je sais pas à quel point ça va évoluer aussi vite, mais en tout cas, je pense que c'est un sujet qui va devoir évoluer, mais on ne pourra pas avancer tout seul là-dessus, quoi. On aura besoin d'autres fédés et d'autres CNO, d'autres pays qui nous accompagnent pour qu'on avance sur ce sujet-là. Et des athlètes aussi. J'ai vu aussi les athlètes ont pas mal de poids et souvent, quand les athlètes prennent la parole, ça marche pas mal. Ok, Sandra, on va Ouais. écrire, mais pas du tout la pression. Clairement, ouais, les athlètes, il faut qu'ils s'emparent de ces sujets. Du coup, la clim était déclenchée. Ouais, tout à fait. La clim a été déclenchée selon les standards de la Fédé internationale. Notamment pour le basket, parce que tu peux difficilement, quand ça fait venir des joueurs de NBA et que leurs assurances sont à plusieurs millions d'euros, tout à l'heure on parlait de l'aspect économique, et difficile de dire non, et surtout en fait, la Fédé internationale n'aurait pas laissé la compétition avoir lieu si jamais ça répondait pas à ces standards, quoi. Et c'est vrai que ça paraît bizarre parce que c'est juste la loi française. Enfin, là, si on oublie même l'aspect environnemental, on est juste sur un respect de la loi, et on n'a pas respecté la loi parce qu'une Fédé internationale avait décidé que dans son cahier des charges, c'était pas assez bien. Il passe un peu pour des méchants là quand on dit ça, mais parce qu'il y a quand même les rapports du coup, de World Rugby et de World Scene qui sont assez intéressants. Donc j'ai mis les deux que je connais, mais il y en a certainement plein d'autres que je sais que l'IBU International Ouais. Biathlon Union. Union, oui, j'étais en train de me dire, c'est pas association. Mais Union ont pas mal d'engagement aussi, donc j'ai pas malheureusement connaissance de toutes et tous, mais oui, parfois il y a des choses qui sont contradictoires, et parfois il y a aussi des choses qui vont dans le bon sens. Mais oui, ils ont un gros pouvoir, les FI. Et par contre, tout à l'heure, Thibaut, je repense à ça. Euh, Pas histoire de meubler, mais juste parce que j'y repense, sur le fait que tu disais qu'il y avait un peu moins de contrôle sur les événements internationaux ou nationaux, et il y a quand même la DGES, et donc Direction
interministérielle aux grands événements sportifs et DIJOP pour direction interministérielle aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Toujours plus d'acronymes et de noms compliqués. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais et du coup qui contrôle quand même assez sur ces enjeux-là. Il y a un, Je me suis il y a un trompé. petit micro, c'est toi, non? Et du coup, qui permet quand même. Je cherche juste l'écho. Vas-y. Hop, c'est bon. Ouais. Et oui, du coup, qui fait quand même un gros contrôle sur, notamment en tout cas sur les jeux, du coup, les grands événements, il y a DS qui contrôle et sur les jeux, c'est quand même la DIJOP et il y a un contrôle qui est assez fait, assez important de leur part et à juste titre pour vérifier qu'on répond bien aux engagements environnementaux. Et le rapport de durabilité de P24 qui fait un bon 300 ou 400 pages, quand même montre qu'il y a quand même des choses qui sont faites, mais je comprends ton inquiétude sur ce sujet-là et je vais pas trop parler parce que du coup, il y a Sandra qui a levé la main. Oui, c'est une question pour vous, mais aussi peut-être pour ceux qui sont connectés. Je pensais notamment à la période Covid et les compétitions en ligne. Est-ce que c'est quelque chose que le CNOSF sur lequel vous avez communiqué? Et enfin, je suis assez curieuse d'entendre aussi voilà, les personnes qui sont impliquées dans leur club ou des fédérations. Est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous vous êtes tourné personnellement? Nous, enfin, donc j'étais à la Fédération internationale de para-développé couché. C'est quelque chose qu'on a mis en place toute l'année 2021. Donc je voulais savoir si au niveau local, c'est quelque chose aussi qui s'était fait. Moi, j'ai juste une question. Quand tu dis compétition en ligne, c'est pour Oui, juste comprendre, c'est les gens sont chez eux c'est ça, et la chez eux ou dans compétition. leur gymnase. Donc ils sont évalués par vidéo. Je sais que la gymnastique le développe. Enfin, je vois sur les réseaux que c'est quelque chose qui est en train de se développer, mais voilà, ça permet aux athlètes du coup de pas se déplacer, de concourir soit depuis chez eux si la pratique le permet, soit dans leur salle d'entraînement. Et donc là, on rejoint un peu voilà, la réduction au niveau des déplacements. Ok, alors personnellement, je ne connaissais pas. Donc s'il y en a Ouais. j'avais pas connaissance de ça, je sais pas que ça se faisait. Mais s'il y en a d'autres qui ont des exemples, là, je suis preneur. Moi, j'ai juste l'exemple des compètes Swift. Je sais pas si c'est Swift pour le vélo, où on peut Ouais. rouler chez soi. Mais hormis ça, je découvre, donc j'aurais très peu d'éléments, malheureusement, à te donner. Si on a d'autres qui ont des éléments, n'hésitez pas pour alimenter. Ça s'est fait en patinage synchronisé, mais assez inégal en termes de ressources pour finir les Ouais. performances et nous, des différences dans le jugement. Ok, Mais assez surprise que ce soit enfin, sur ta discipline qui nécessite quand même un équipement assez important et imposant, mais impressionné. Et du coup, il n'y a pas d'autres personnes qui ont eu vent de ça ou qui ont même juste entendu parler peut-être d'autres disciplines? A Ok. priori, non. je vais regarder, je suis curieux, du coup, je vais regarder parce que je j'avais pas du tout conscience Ouais. de ça, que c'était possible de faire des compètes en ligne. Ouais, compétition en ligne et les arbitres sont en ligne et ils peuvent juger en live les performances des athlètes. Ok. La seule compétition que je connais mais c'est juste qu'ils envoient pas leurs arbitres. C'est une compétition de voile qui s'appelle CELGP. Et alors, est-ce que c'est pour réduire les coûts ou pour des sujets Pour l'impact, ouais. environnementaux? En tout cas, le fait est qu'ils n'envoient pas leurs arbitres sur place. Et tous les arbitres arbitrent du coup la compétition de voile depuis Londres, où en fait, ils regardent les images vidéo depuis un écran. Oui, en fait, et puis c'est le GP, du coup, ils ont un gros département durabilité parce que c'était un de leurs objectifs quand ils se sont créés. J'ai travaillé un peu avec eux. Et du coup, même dans la façon dont ils déplacent le matériel, etc. Alors après, on pourra dire dans tous les cas que
dépensent beaucoup d'énergie et de carbone, toute leur activité. Mais en fait, dès le début, par exemple, tout le matériel a été déplacé en bateau, etc. Ils ont commencé à déplacer de moins en moins de staff sur place. Et ils avaient toujours travaillé avec pas mal de gens locaux. Ça fait partie aussi un peu de leur vision des choses dès la création de la Ligue. Un peu de pas trop déplacer de personnes sur place. Et généralement, les personnes qui se déplacent sur place se déplacent pour plusieurs semaines pour limiter aussi les déplacements de 3 jours, ce genre de choses. Merci pour le complément d'information. Parfait. Mais du coup, c'est peut-être une idée pour, je sais pas, la Formule 1 par exemple, qui fait déplacer tous ces arbitres chaque week-end pour regarder les écrans. Il y avait un petit reportage sur l'équipe là-dessus où on les voyait qui se déplaçaient à chaque compétition aux quatre coins du globe pour être dans une salle avec des écrans. J'étais là, bah franchement, pour être dans une salle avec des écrans, trouvez-vous un endroit ailleurs dans le monde, pas besoin de se déplacer. Mais après, pareil, comme, là je rejoins tout à l'heure, tu vois, Thibaut, où on arrive rarement à régler un seul problème. Tu fais pas déplacer tes arbitres. Du coup, bah enfin, pour les pilotes, je vais y arriver. Et bah, du coup, il peut falloir parler, c'est un peu plus compliqué de comprendre les décisions, c'était en Zoom. Enfin, malheureusement, on résout rarement une seule équation quand on prend parti sur un sujet. Parce que là, c'est pareil, on a fait un focus très carbone, mais si on prend les enjeux biodiversité ou d'économie circulaire, bah, pareil, là aussi, malheureusement, on n'arrive jamais à résoudre un seul. Sinon, ce serait hyper facile, on aurait déjà résolu tous les problèmes, mais malheureusement, pas aussi simple. Est-ce que vous avez d'autres questions, réactions, partage d'expérience? Ok, c'est qu'on est pas mal. Est-ce qu'on parle peut-être des fiches? Ouais, effectivement, on a produit l'année dernière tout un dossier complet RSO avec 8 fiches, si je dis pas de bêtises, qui se veulent très pratico-pratiques et qui ont vocation à accompagner. Alors, elles ont été produites pour dirigeants de demain. Donc, ont vocation, dans un premier temps, on va dire, à accompagner les membres des promotions, mais au-delà, accompagner les acteurs du monde sportif à appliquer la RSO dans leur quotidien. Ça va d'une fiche. Clément, il va vous partager, je crois, toi, la définition de ce qu'est la RSO pour justement remettre à peu près tout le monde à niveau, on va dire, sur ce sujet. J'ai pas encore le partage. C'est bon, pardon, C'est ça bon, arrive. ok. À des fiches beaucoup plus techniques avec différentes entrées. Donc voilà, là, c'est la première là, qui rappelle un peu ce qu'est la RSO. Et effectivement, d'autres qui se veulent plus boîte à outils, outillage. Donc voilà. Comme on disait, elles ont été créées pour dirigeants de demain. Donc l'enjeu, vous êtes le premier public cible. Mais l'enjeu derrière, c'est qu'elles puissent être réutilisées. Voilà, comme je disais au début, on a vite nous compris que sur les promos de DDD, on avait plutôt des gens qui étaient sensibilisés à ces sujets. Donc tout ce qui est définition ou autre, c'est peut-être pas forcément vous, on va dire, la cible finale, mais c'est totalement les outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour sensibiliser les membres d'un comité directeur, d'un bureau exécutif ou autre, qui puissent comprendre aussi quels sont les enjeux. Pareil, toutes ces fiches-là renvoient vers des outils, bah, notamment ceux qu'on a pu vous présenter là, pour que voilà, n'importe quel acteur auprès desquels vous les diffusez pour le sensibiliser, bah, il puisse aussi aller consulter ces différents outils. Donc voilà, elles sont sur sportif, n'hésitez pas à les visualiser, à les télécharger. Si vous avez des questions en complément, on sera bien sûr à disposition. Mais c'est vraiment un outil complémentaire là qu'on a créé spécifiquement pour dirigeants de demain au départ, pour vous aider à ouais, prendre en main le sujet et surtout à acculturer, faire de la pédagogie auprès des acteurs avec lesquels vous êtes amenés à collaborer, qu'ils soient internes ou externes, sur la prise en compte de cette thématique et montrer aussi qu'en fait c'est un enjeu transverse, que c'est peut-être pas si compliqué qu'on peut l'imaginer. Qu'il y a déjà peut-être plein de choses qui sont déjà faites qui s'intègrent à ça et que les autres choses qui pourraient être faites sont finalement pas si impossibles à mettre en place et cocherait aussi d'autres cases de bon fonctionnement de notre organisation, quoi. Est-ce que tu peux juste me remettre le dossier que j'ai toutes les noms des fiches sous les yeux pour vous les redonner? Oui. Donc on en a une qui est définie sur la RSO, une qui s'appelle intégrer la RSO dans sa gouvernance, une qui s'appelle structurer la RSO, une qui s'appelle comprendre son écosystème et le mobiliser, une qui s'appelle opérationnaliser la RSO au quotidien, une autre qui est organiser un événement plus responsable, l'avant-dernière étendre l'engagement RSO aux partenaires, et la dernière mesurer, valoriser et communiquer sur ses engagements et sa politique
et sa Ouais, ça politique, politique, RSO. Donc voilà, et on a un document en récap qui reprend toutes les fiches, donc ça fait un dossier complet, on va dire, qui est assez, justement assez complet sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et après, on a décliné dans l'extrait de ce dossier-là chacune de ces fiches pour que potentiellement vous puissiez les utiliser aussi de façon indépendante, on va dire. Donc voilà, donc n'hésitez pas vraiment à vous emparer de ça. Ça a été créé pour vous aider à la prise en main de cette thématique. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, parfait. Du coup, Antoine, vas-y. parce que moi, du coup, je suis dirigeant de Nantes Métropole Athlétisme. Donc, en fait, on organise 9 manifestations dans l'année. Donc, ça représente environ 10 000 coureurs. Et nous, on est vraiment dans une démarche RSO. Donc, je m'intéresse vraiment à ça. Et puis aussi, il y a le ESG. Je ne sais pas si, parce que j'ai loupé le début de la réunion, donc je ne sais pas si on en a parlé. Mais pour le meeting international de Nantes que j'organise le fin janvier, donc on a des athlètes français, mais 50% et 50% d'athlètes étrangers. Donc évidemment, on est dans une démarche responsable, respectueuse de l'environnement, même si on a des athlètes qui vont venir des 4 coins du monde, donc ils prennent l'avion, etc. Et puis pour les partenaires également, ça les intéresse de plus en plus pour être en lien avec, par exemple, le Crédit Mutuel. J'ai rencontré le responsable national des partenariats la semaine dernière. Donc lui, il est vraiment dans une démarche où les partenaires qui sont en lien avec le Crédit Mutuel doivent respecter un certain nombre de critères. Donc lui, eux, ils utilisent plus ESG, c'est ce qu'ils utilisent, environnemental, social et de gouvernance. Et si on respecte leurs critères, vu qu'ils ont énormément de demandes de clubs ou d'organisations, ils sont plus à même de nous financer en fait en tant que mécènes. Donc oui, moi, ça s'inscrit vraiment dans la démarche de mon club sur l'ensemble de nos organisations. Donc merci pour toutes ces fiches. avec, Avec plaisir. avec grand plaisir. Et ESG, ouais, c'est plutôt sur la partie entreprise classique, on va dire, je mets des guillemets, mais c'est plutôt qu'il y a des rapports ESG pour une entreprise qui doit faire au-delà d'un certain chiffre d'affaires et ou d'un certain nombre de salariés. Donc, certaines logiques que Crédit Mutuel, du coup, utilise plus ce terme-là, mais globalement, ça reste la même chose. RSE ou ESG, on répond. Parfois, les questions sont un peu différentes, mais dans le fond, ça reste un peu la même chose. Et est-ce que, vu que, tiens, je vais poser une question, est-ce que à Nantes, la collectivité, parce que j'ai vécu à Nantes, et je me souviens que la collectivité est assez engagée sur ces sujets-là, est-ce qu'il y a une pareil pour la subvention de la collectivité, il y a une demande que vous mettiez en place certaines actions et où vous ayez certains types de partenariats ou que vous n'ayez pas? Non, alors nous, c'est particulier parce que la région Pays de la Loire ne nous donne plus rien. Je crois que c'est la seule région de France qui fait ça. Oui, qui Donc, a arrêté de donner, oui. ça. Mais le département nous donne une subvention, non pas pour notre manifestation maintenant, mais pour si on fait des démarches en tant que sport féminin ou sport inclusif. Donc là, c'est notre cas parce qu'on fait 4 épreuves en handisport, en lien avec la Fédération française handisport. Mais la métropole, nous, ils nous donnent de l'argent parce que c'est une compétition internationale. C'est plutôt au niveau des partenariats comme BPM Group, Harmonie Mutuelle, où là, ils sont plus engagés sur le côté environnemental, Harmonie Mutuelle surtout. Donc, on fait des conférences avec eux sur justement l'aspect environnement, avec aussi la Fédération française du sport d'entreprise. Donc, on essaie de se développer à ce niveau-là. Je sais que Decathlon également est engagé là-dedans. Donc, on essaie de faire des footings, des choses en lien pour développer sport planète, sport santé, ces aspects-là. Et bah, trop bien. Et puis, si tu as besoin d'utiliser des outils, Coach Climat est le bienvenu si tu veux calculer ton bilan carbone, mais Bah oui, oui, j'en ai besoin. Justement, ouais. Je suis déjà allé sur le site et ouais, ça serait utile d'avoir un label comme cela et puis même sur nos manifestations, de mettre des fiches pour les participants, pour les spectateurs, pour tout le monde. je sais plus si la Fédé, d'athlée, ils font pas de fiches. Alors là, J'ai un c'est petit nous, doute. mais au comité 44, justement, il y a quelqu'un maintenant qui va être responsable RSO. Donc là, Ok. ça se dit un peu, mais avant, on n'en parlait pas.
Oui, ça prend un peu de temps pour avancer. Souvent, de réussir à mettre quelqu'un, c'est pas toujours chose évidente. Je tendance à dire qu'une fois qu'on arrive à mettre une personne au sein de différentes structures, ça permet aussi d'apporter un cercle vertueux où on se rend compte de l'impact que va avoir, de ce que la personne va pouvoir mettre en place, du fait que tu peux attirer des partenaires ou autres. Et contrairement, si on met personne, bah, du coup, il a aussi moins conscience enfin, ils ont moins conscience des enjeux, ils sont un peu perdus, et du coup, on est un peu sur un cercle vicieux. Nous, au CNO, avec le ministère, on organise des clubs de développement durable à destination des fédérations et des ligues. Et du coup, c'est 2 réunions par an où on rassemble tous les responsables RSE, enfin responsables, chefs de projet, chefs de mission, toutes ces personnes-là, 2 fois par an, soit au CNESF, soit ailleurs. Et en fait, souvent, on constate que les fédérations qui ne viennent pas depuis quelques années ou qui n'ont personne sur ce sujet-là sont souvent à la rame, enfin, plus en retard, on va dire, sur les demandes ou les rendus que soit demande le ministère, soit demande le CNOSF. Du coup, c'est un peu ce que j'appelle le cercle vicieux où bah, il n'y a personne et du coup, ils s'en sortent pas parce que souvent il y a aussi moins, ce qui s'explique, hein, parce que souvent il y a moins de moyens, que la personne doit gérer 15 sujets à la fois et que c'est pas quand tu gères 15 sujets à la fois, souvent le sujet environnemental et ou social arrive un peu en bout de ta job list parce qu'elle est déjà énorme, quoi. Mais donc, du coup, trop cool si vous arrivez à mettre plein de choses en place. Je note que tu es le deuxième à demander des fiches. Je n'avais pas conscience. Il y avait une demande sur d'avoir des petites fiches. Je vais me le noter dans un coin de ma tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? C'est tout bon, parfait. Donc on vous mettra le support à disposition là, comme ça vous pourrez vous aller consulter l'ensemble des outils ou à minima ceux qui peuvent vous intéresser dans le cadre de vos activités. On vous partagera également le replay sur Sportif. On va le faire dans les prochains jours, prochaines semaines. Nous on se revoit le week-end du 13 et 14 décembre. On aura le plaisir de vous accueillir au CNOSF. Tout est bouclé logistiquement. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions ou il y a quoi que ce soit, on est à disposition. De mémoire, ça accueille à partir de 10h30 pour un début des échanges à 11h, où on aura le plaisir d'avoir la présence du CNOSF sur ce lancement de séminaire. Pour rappel, on ira également à la Fédération française de cyclisme et au Vélodrome de Saint-Quentin pour une visite et une pratique sportive sur site. Donc pensez bien à prendre vos affaires de sport. De toute façon, on vous redonnera quelques consignes très, très pratico-pratiques. L'hôtel est bouclé, la restauration est bouclée. T'as mis des plats végé? Je sais plus ce qu'il y a dans l'offre, mais je pense Je voulais que... pas te mettre. Non, non, il n'y a pas de souci. Mais de mémoire, pour y être déjà allé, dans l'offre proposée par le prestataire du Vélodrome de Saint-Quentin, il y a différents choix, dont notamment une proposition végétarienne pour ceux qui le souhaitent. Voilà ce que je peux vous dire. Ouais, voilà, vous n'hésitez pas si vous avez des questions d'ici là, on est à dispo et on aura le plaisir de vous retrouver le 13. Merci à vous, bonne Merci soirée. beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci Merci, beaucoup. bonne soirée. Bonne soirée. Merci à Bonne vous. soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Je coupe. Oui, j'attendais que tu me dises. Alors, Romain,